Bien, une fois n'est pas coutume, je vais vous parler de quelque chose d'un peu inédit. Je vais vous parler de la purée parfaite. Hein? Non, je vais vous parler de la concurrence pure et parfaite. Et la concurrence pure et parfaite, pour comprendre ce tuto, on a besoin de quelques prérequis, comme d'habitude. Alors les prérequis, vous devez avoir compris ce que c'est qu'une courbe de coût moyen, ce que c'est qu'une courbe de coût marginal. Vous devez avoir compris pourquoi le coût marginal passe nécessairement par le minimum du coût moyen. Et puis, vous devez avoir compris ce que c'est qu'un marché, le modèle de l'offre et la demande. Si vous savez ça, ben, la purée parfaite, ça va passer crème, ça va être tout seul. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Bien, pour parler de la concurrence pure et parfaite, on va partir d'un auteur, Léon Walras en l'occurrence. Il est né en 1834, il est français, il est né à Évreux, et puis il a fait une scolarité un peu hétéroclite. Il a passé 2 bacs, un bac de lettres, un bac de sciences. On sent bien qu'il a du mal à se trouver, le petit Léon, mais il bascule dans le monde des sciences. Le problème, c'est qu'il est nul en maths, enfin pas très bon en tout cas, il est boulé à Polytechnique, il rentre pas, il rentre aux mines, mais aux mines, il n'arrive pas à sortir avec son diplôme d'ingénieur parce qu'il n'a pas le niveau en mathématiques, et paradoxalement, eh bien, son côté littéraire reprend le dessus. Donc il va écrire un roman, Francis Sauveur, bon, je peux rien dire. Je ne l'ai pas lu. Francis Sauveur, voilà, il devient un peu critique littéraire, mais voilà, en gros, papa est pas tellement content, Auguste Comte est pas trop d'accord, et là il décide, le bon Léon, eh bien, il décide de faire plaisir à papa et de reprendre l'œuvre de politique économique, et donc il se tourne, à 24 ans, il se tourne vers l'économie, vers le monde de l'économie politique. Et donc, mais enfin voilà, il manque un peu de reconnaissance, on ne peut pas dire qu'il est beaucoup percé en France, il faut dire qu'il a une méthode un peu particulière, il veut en quelque sorte introduire les mathématiques dans le monde littéraire qui est l'économie politique de l'époque. Et son projet qu'il va mettre en place à l'université de Lausanne, nul n'est prophète en son pays, et donc c'est donc en Suisse qu'il va il va être titulaire de la chaire d'économie politique de Lausanne et qu'il va écrire son élément d'économie politique pure. J'insiste sur le pur, c'est-à-dire qu'en gros le projet, donc on est en 1874, son projet va être de chercher, de trouver un système des prix qui rende compatible l'équilibre simultanément sur l'ensemble des marchés. Et cette démarche, qui ne lui a pas valu une grande reconnaissance de son vivant, au cours du XXe siècle, elle s'est développée, et la question est de savoir à quelles conditions cet équilibre, d'une part, il existe, d'autre part, à quelles conditions on tend vers cet équilibre, et enfin, à quelles conditions cet équilibre est stable. Eh bien, ces conditions, c'est ce qu'on appelle les hypothèses de la concurrence pure et parfaite. Mais ce n'est pas Léon Walras qui a formulé ces hypothèses en tant que telles, elles se sont formulées au cours du XXe siècle sur la base du modèle de Walras, notamment par un économiste, Frank Knight, qui est le premier à orienter ces hypothèses de la concurrence pure et parfaite. Alors, ces hypothèses, quelles sont-elles? La première hypothèse, c'est l'hypothèse dite d'atomicité. Alors l'hypothèse d'atomicité, c'est simple. Elle veut dire que sur le marché, quelles que soient les quantités que les producteurs vont apporter de leurs marchandises, ça ne va rien changer à l'offre globale. Une des conséquences, c'est que ça ne va pas changer le prix du marché. Conséquence, c'est que le prix du marché s'impose aux producteurs. Ils sont tellement petits qu'ils amènent 10 kg de tomates ou 25 tonnes de tomates, ça ne changera rien, je le répète, la courbe d'offre ne bougera pas. Donc on dit que les producteurs sont des atomes, ils sont price takers, le prix s'impose à eux. Première hypothèse. Seconde hypothèse, c'est l'hypothèse d'homogénéité des produits. Quand on s'intéresse à un marché, eh bien c'est un produit qui va être homogène. Alors c'est une hypothèse qui est très subtile. Le marché du café, par exemple, il n'existe pas. Ah non, le café, ça n'existe pas. Ce qui va compter, c'est de savoir, est-ce qu'on est sur le marché
produit du marché, du café qui vient du Venezuela, qui est de Robusta et qui sera livré par bateau. Alors ce marché-là n'est pas le même marché que le café qui est produit au Costa Verde, qui sera plutôt de l'Arabica et qui sera livré par avion, par exemple. Deux marchés différents. Vous voyez, la condition d'homogénéité, elle est quand même très stricte. Troisième hypothèse, c'est l'hypothèse d'information parfaite. Alors l'information parfaite, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les individus ne sont pas en situation d'asymétrie d'information, ce qui revient à dire que tout le monde a la même information. Ça veut dire quand même une des conséquences de ce genre de choses. Quand on achète un produit, je ne serai pas trompé sur la marchandise. Je connais parfaitement le produit que j'achète. Aucune mauvaise surprise. Ça signifie que si je suis un producteur et que j'ai une super bonne idée pour modifier ma production, l'organisation de ma production, tout le monde va avoir la même idée. Donc ça signifie d'une certaine manière qu'on a évacué l'innovation. L'innovateur, c'est celui qui a une idée, une meilleure idée avant les autres. Là, c'est pas possible. Donc on comprend intuitivement que cette hypothèse, elle va donner naissance à un monde plutôt stationnaire, puisqu'il n'y a pas d'innovateur. Ces trois premières conditions que nous venons d'examiner, c'est ce qu'on appelle la concurrence pure. Il reste encore deux autres conditions. La quatrième condition, ça va être la condition de libre entrée, libre sortie sur le marché. Alors libre entrée, ça veut dire quoi? Ça veut dire que n'importe qui peut rentrer sur n'importe quel marché. Par exemple, il n'y a pas de réglementation, il n'y a pas, c'est le mot technique que je vais employer, il n'y a pas de barrière à l'entrée. Alors là encore, on comprend bien que c'est discutable, des barrières à l'entrée, il y en a plein, il faut un diplôme pour être enseignant, il faut des compétences pour faire certaines activités, il y a des barrières à l'entrée, il peut y avoir des barrières douanières, des réglementations qui nous empêchent d'aller sur des marchés, bien sûr, mais là on fait l'hypothèse qu'il y a libre entrée. Et l'hypothèse de libre sortie, également sur les marchés, ce qui signifie que les coûts, quand on est sur un marché, on peut les récupérer très facilement et donc ça ne coûte rien de cesser une activité et de sortir d'un marché. Et puis enfin la quatrième hypothèse, c'est la cinquième hypothèse, c'est l'hypothèse de mobilité des facteurs de production. Alors cette hypothèse, elle veut dire quoi? Elle veut dire que si on prend un travailleur qui travaille dans le secteur primaire, dans l'agriculture, donc le facteur travail en l'occurrence, eh bien il est parfaitement mobile, il peut sans coût aller travailler dans l'industrie, donc sortir de secteur, mobilité entre les secteurs d'activité, travailler dans le secteur des services ou de l'industrie, mais il peut également, c'est une mobilité géographique, il peut aller à l'autre bout du monde s'il y a un job qui lui plaît et donc il peut le faire ce genre de choses. Et donc ça signifie que les facteurs de production, c'est vrai pour le travail et c'est vrai pour le travail, sont donc parfaitement mobiles. Et donc avec ces 5 conditions, je le répète, eh bien on a un équilibre, il existe un système des prix qui assure l'équilibre sur l'ensemble des marchés, que cet équilibre, il est atteignable et qu'il est stable. Alors naturellement, quand on voit la pertinence de ces hypothèses, on sent bien que chacune de ces hypothèses n'est pas réaliste et donc que le vrai monde fait que les marchés sont probablement, ne sont probablement pas stables. Et c'est évidemment une certitude en réalité. Alors à quoi ça sert, vous allez me dire, mais de pouvoir utiliser un modèle qui manifestement est basé sur des hypothèses irréalistes? Eh bien, c'est pas tellement le degré d'irréalisme de l'hypothèse qui compte, c'est ce à quoi ça sert. Et le modèle qui a été créé permet d'une part de faire la différence entre la réalité et le modèle idéal. Il ne s'agit pas de savoir si le monde fonctionne comme ça, c'est sûr que non. Il suffit d'en mesurer la différence. Alors par exemple, au cours du XXe siècle, il y a des hypothèses de ce modèle qui ont été relaxées. Progressivement, des économistes ont retiré l'hypothèse d'information parfaite. Et on a des modèles qui raisonnent en asymétrie d'information. Par exemple, Georges Akerlof, c'est ce qu'il a fait, il a relaxé cette hypothèse. Et donc progressivement, l'homogénéité des produits, même chose, on les a retirés. On s'est demandé, mais alors pourquoi est-ce que les producteurs veulent différencier leurs produits, qu'ils ne soient pas homogènes? Donc autant d'éléments qui ont fait que la science économique s'est enrichie, mais tout en restant dans le cadre de l'équilibre général. Tous les grands travaux de recherche universitaire se font dans ce cadre d'équilibre général. Et l'intérêt de ces hypothèses, c'est de pouvoir les relaxer. Et puis il y a un deuxième argument avec les hypothèses. Ces hypothèses, elles permettent, c'est un modèle simplifié, elles permettent de voir certaines choses que l'on ne verrait pas. C'est un peu
comme une paire de lunettes. Moi, cette paire de lunettes, là, je suis myope, je vois flou. Quand je mets une paire de lunettes, je passe pas mon temps à regarder les montures et le carreau, etc. Non, je vois à travers pour mieux voir. Le modèle de la concurrence pure et parfaite, c'est ça. Ça nous permet d'arriver à voir à travers. Alors précisément, on va voir dans un instant quelles sont les conséquences auxquelles arrive ce modèle et quelles sont les conséquences notamment pour les entreprises que l'on peut voir. La suite en image. Alors, on va voir maintenant comment ça se passe. Donc l'objectif économique de la firme, en concurrence pure et parfaite, mais on va le voir que c'est vrai dans les autres structures de marché, c'est la maximisation du profit. Quelques mots sur cette maximisation du profit. Le profit, c'est simple, la définition, recette totale moins le coût total, ou les coûts totaux au pluriel si vous voulez. La recette totale, la définition, c'est simple. Qu'est-ce que c'est qu'une recette? Les prix multipliés par les quantités de ce que l'on vend, de ce que vend le producteur, et le coût total correspond à tous les coûts. Tous les coûts. Alors tous les coûts, ça veut dire quoi? Alors les coûts, il s'agit des coûts d'opportunité. Quand on paye quelque chose, le prix qu'on est prêt à mettre renseigne sur ce à quoi on est prêt à renoncer. Donc ces coûts d'opportunité, on peut les distinguer entre les coûts explicites. Les coûts explicites, ce sont les coûts qui donnent lieu à une sortie d'argent. Par exemple, j'achète des matières premières, clairement ça m'a coûté de fabriquer le produit, donc il y a un décaissement. Mais on prend en compte les coûts implicites. Les coûts implicites, ils ne donnent pas lieu à une sortie d'argent. Je vais prendre un exemple. Imaginons que vous soyez salarié et que dans votre société, vous étiez salarié, vous gagnez 30 000 euros par an. Vous démissionnez pour créer votre entreprise. Et en créant votre entreprise, il vous faut décaisser 20 000 euros pour lancer l'activité. Donc là, c'est typiquement un coût explicite. Mais le coût implicite, c'est que pour faire cette activité, vous avez renoncé au salaire que vous aviez quand vous étiez salarié. 30 000 euros dans mon exemple avec l'ancien job. Ça, c'est un coût implicite qui ne donne pas lieu à sortie d'argent. Vous n'avez rien décaissé, mais vous avez renoncé à quelque chose. Ici, dans cet exemple, tous les coûts, ça va être 20 000 plus les 30 000, ça va être 50 000, l'ensemble des coûts. Pour le dire autrement, ce que voit le comptable, lui, il voit les coûts explicites. Sur une feuille comptable, il va voir ce qui a été décaissé. Il va voir également la recette, tout ce qui a été encaissé. Et la différence entre la recette et les coûts explicites, ça va donner le profit, ce qu'on appelle le profit comptable. Souvent, l'excédent brut d'exploitation. Ce que voit l'économiste, ça va être un peu différent. Dans un premier temps, il est d'accord avec le comptable, les coûts explicites, tout ce qui a été à l'origine d'un décaissement, il faut le sortir. Pour les recettes, on est d'accord, les recettes, prix fois quantité, on est d'accord. Mais, on l'a compris, l'économiste, il va rajouter les coûts implicites, ce qui fait que le profit économique est forcément plus faible que le profit comptable. Et il arrive même qu'il y ait des situations où les coûts implicites soient tellement importants que le profit économique est nul, voire négatif. Et il se trouve que cette précision est importante parce que la bourse, par exemple, elle ne raisonne pas sur les profits comptables, mais elle raisonne sur les profits économiques. Ce qui est à l'origine souvent de décalage dans la presse sur notamment les licenciements boursiers, où des gens ne comprennent pas pourquoi une entreprise ferait un profit comptable réel, mais ne voient pas que le profit économique peut être très faible, voire nul, voire négatif d'ailleurs, quand les coûts implicites sont très grands. Donc là, les coûts dont on parle, il s'agit des coûts économiques. Et la condition de l'entreprise, c'est la maximisation du profit. Le profit, ça va être la recette totale moins les coûts. On l'a dit, on va l'écrire autrement. La recette totale, ça va être les quantités vendues multipliées par les prix, moins les coûts, tous les coûts économiques dont j'ai parlé un instant. Pi, on va prendre la lettre pi pour profit, ça va être quantité pour les quantités vendues, multipliées par le prix, donc ma recette totale, moins les coûts. Et les coûts, ils sont fonction, on en a parlé dans la vidéo sur les coûts, ils sont fonction des quantités produites. Dans cette fonction de coût, il y a les coûts fixes et les coûts variables qui eux-mêmes dépendent des quantités produites. Donc notre objectif, c'est de maximiser cette fonction. Et quand on veut maximiser, trouver l'extrémum d'une fonction, en mathématiques c'est assez simple, il suffit de calculer la dérivée première et
d'égaliser le résultat de la dérivée première à 0. Alors ça fait partie, c'est le petit appareillage mathématique dont on a besoin, je ne vais pas le développer dans cette vidéo. Donc si je dérive la dérivée première en fonction des quantités produites de ma fonction de profit, d de pi sur d de q, je dérive ici par rapport à P, par rapport à Q, pardon, par rapport aux quantités produites, ça va me donner P, moins la dérivée première de la fonction de coût total, ce qu'on a vu dans la vidéo précédente, ça va me donner le coût marginal. Et ensuite, on égalise à 0 parce que c'est là que l'entreprise atteint un extrémum. Il faudrait calculer la dérivée seconde pour voir si elle est positive. Et si elle est positive, ça signifie qu'on a un minimum. Et si elle est négative, ça signifie qu'on a un maximum. Là, elle sera négative. Donc ici, si on égalise à 0, on a le prix qui est égal au coût marginal. Donc quand le prix imposé par le marché, je le rappelle, condition d'atomicité, est égal au coût marginal, alors l'entreprise maximise son profit. Donc on comprend que l'entrepreneur en concurrence pure et parfaite, il ne peut agir que sur les quantités produites jusqu'à ce que le coût marginal soit égal à son prix. Maintenant, alors c'est très simple à comprendre, c'est très simple à comprendre. Imaginons que le coût marginal soit inférieur au prix. Si le coût marginal est inférieur au prix, ça veut dire que j'ai intérêt à augmenter la production, puisque ça me rapporte plus le prix que ce que ça peut me coûter. Donc si je peux augmenter la production, c'est que je ne maximise pas le profit. Maintenant, imaginons que le coût marginal soit supérieur au prix. Le coût d'une unité de production supplémentaire soit plus cher que le prix du marché. Là, je perds de l'argent à continuer de produire, donc je ne maximise pas le profit. Donc, explication intuitive et littéraire ici, le profit est maximum quand le prix du marché est égal au coût marginal. Maintenant, on va s'intéresser, je vais présenter également une autre notion qui est la notion de recette marginale dont on peut avoir besoin ici. Je vais prendre l'exemple d'une boulangerie qui vend des baguettes à 1 euro. Imaginons que l'entreprise, elle vend 100 baguettes. La recette totale, on l'a dit, les quantités 100 multipliées par les prix. 100 fois 1 euro, la recette totale va être de 100 euros. Si je vends une baguette de plus, la 101e baguette, la recette marginale, c'est-à-dire la recette supplémentaire qui vient de la vente d'une unité en plus, ça va être égal à 1 euro. Donc la recette marginale, on le voit ici, ça va être égal au prix qui était affiché ici. Conséquence, si le prix est égal au coût marginal est une condition nécessaire pour maximiser le profit, ça signifie que quand la recette marginale est égale au prix qui est égal au coût marginal, alors dans ce cas-là, on a le profit maximum. On peut parfois aller directement, quand la recette marginale est égale au coût marginal, on maximise le profit. On va regarder maintenant géométriquement à quoi ça ressemble. Ici, ça faisait partie des prérequis nécessaires. J'ai mon marché global dans lequel il y a une demande, il y a une offre. Ma demande est décroissante du prix, l'offre est croissante du prix. Et on va s'intéresser, c'est l'intérêt de ce tuto, au comportement d'une firme en particulier. Une firme qui va apporter une petite partie des quantités d'équilibre qui arrivent sur le marché global. Et on se souvient que cette firme, elle est toute petite, quelles que soient les quantités, c'est l'hypothèse d'atomicité, quelles que soient les quantités qu'elle va apporter parmi les quantités qui sont ici, quelles que soient les quantités qu'elle apporte, ça ne changera rien. C'est l'hypothèse d'atomicité. Regardons à quoi peut ressembler cette firme. La firme ici, j'ai ma courbe de coût moyen qui est ici, CM avec un M majuscule, j'ai mon coût marginal qui passe par le minimum du coût moyen qui est ici, et la question est de savoir, mais comment est-ce qu'il va maximiser le profit, mon entrepreneur? Le prix, on l'a vu, il s'impose à lui, ça découle directement, je l'ai dit précédemment, de l'hypothèse d'atomicité. Il est price taker, il prend le prix du marché. Le prix qui est ici, là, du marché global, s'impose à chacune des entreprises. Et donc lui, tout ce qu'il peut faire, c'est décider des quantités. Et on vient de le voir, quand la recette marginale est égale au coût marginal est égal au prix, c'est-à-dire à ce point d'intersection ici, alors l'entreprise va décider de produire cette quantité
qu'elle va apporter sur le marché, ici, qui vont alimenter les quantités globales sur le marché. Alors qu'est-ce qui se passe pour l'entreprise une fois qu'elle a calculé sa maximisation du profit? La recette totale, c'est le prix du marché multiplié par les quantités, c'est la surface grise qui apparaît sur ce graphique. Les coûts, recette totale est ici, moins les coûts, on va regarder en moyenne combien ça a coûté. On regarde en ce point-là l'intersection des quantités produites et du coût moyen. J'ai maintenant ici mon coût moyen, la différence entre la recette totale et le coût moyen, ça va me donner le profit. Et là, mon entreprise, elle fait du profit. Oui, mais sauf que, donc c'est un profit économique. Sauf que cette information, rappelez-vous l'hypothèse de parfaite circulation de l'information, transparence de l'information, à partir du moment où une entreprise fait du profit en allouant ses ressources rares de telle manière, elle envoie un signal à d'autres producteurs qui vont être attirés comme la peste sur le pauvre monde et qui vont arriver et qui vont décider de produire parce qu'il y a du profit à se faire. Conséquence, sur le marché global, l'offre va se décaler vers la droite et on voit que la conséquence du décalage vers la droite de l'offre, c'est que les quantités globales vont augmenter, mais les prix vont baisser. Donc il va y avoir une baisse des prix. Là, le consommateur, il est très content de cette concurrence. Il assiste ici à une baisse des prix, mais la baisse des prix ici, vous le voyez sur le graphique, va tout de suite avoir pour conséquence d'annuler le profit. Et alors là, c'est un des paradoxes de cette théorie qui a longtemps été accusée d'être la théorie du capitalisme ou du libéralisme. C'est totalement absurde, puisque cette théorie arrive à la conclusion selon laquelle pour chaque entreprise en situation de concurrence pure et parfaite, le profit devient nul. Donc un profit qui devient nul, c'est assez paradoxal dans une situation de concurrence pure et parfaite. Mais justement, ça permet d'expliquer par exemple pourquoi les entreprises veulent prendre un poids qui est plus grand, une explication du gigantisme. C'est une des explications de sortir de l'hypothèse d'atomicité. Deuxièmement, l'homogénéité des produits. On comprend donc pourquoi les entreprises veulent absolument différencier leurs produits, même à la marge, pour être sur un marché qui est pour eux unique, c'est-à-dire une situation de monopole ou de quasi-monopole. Ça permet aussi de comprendre pourquoi elles n'aiment pas l'information parfaite et pourquoi il y a de la rétention d'informations, de l'espionnage industriel et des brevets, parce qu'on a bien compris que cette information parfaite, pour elles, c'était plutôt une catastrophe. On comprend également pourquoi la libre entrée et la libre sortie, les entreprises n'en veulent pas. Elles essayent de mettre des barrières à l'entrée sur chacun de leurs marchés, donc tout simplement pour éviter cette concurrence. Et donc, en creux, si je puis dire, par contraste, oui, ça permet d'expliquer pas mal de situations. Conséquence, on va voir que les entreprises, elles font tout pour sortir de la situation concurrentielle et elles cherchent une situation de monopole. Le monopole, précisément, ça sera l'objet du prochain tuto. J'espère que ça vous a intéressé, que vous avez appris quelque chose. Je vous remercie de votre attention. À bientôt pour le monopole.